Je m'appelle Nathalie Broxé. 2 mois après avoir donné naissance à mon fils, j'ai appris que les plus grandes trahisons ne se produisent pas toujours derrière des portes closes. Parfois, elles ont lieu au grand jour. Parfois, elles arrivent alors que vous êtes encore en train de vous remettre de l'accouchement. Parfois, elles se produisent lorsque la personne qui a promis de vous aimer pour toujours vous regarde dans les yeux et décide que vous êtes devenu invisible. Ce vendredi matin commença par les pleurs de mon bébé. La petite voix de Noah s'éleva du babyphone juste après 6 heures. Je m'extirpai du lit, chaque mouvement me rappelant que mon corps ne m'appartenait pas encore tout à fait. 2 mois, ce n'était pas suffisant pour se remettre d'un accouchement difficile, malgré ce que les réseaux sociaux semblaient suggérer. Je le pris dans son berceau et le serrai contre mon épaule. « Bonjour, mon cœur. » Il se calma presque instantanément. Il y avait quelque chose de paisible dans ces premières heures de la matinée. Pas de mais, pas de réunion, pas d'attente, juste moi et mon petit garçon. Pendant quelques minutes, le monde sembla simple. Puis j'entendis des rires en bas. Un rire de femme. Je jetai un coup d'œil à l'horloge. Ryan n'était pas censé recevoir qui que ce soit. Pas aujourd'hui. Surtout pas aujourd'hui. J'embrassai le front de Noah avant de le descendre avec moi. À mi-chemin dans l'escalier, je m'arrêtai. Ryan se tenait dans la cuisine en train de préparer du café. À côté de lui se tenait Amber, grande, cheveux parfaits, lunettes de soleil de marque posées sur la tête. Même si nous étions à l'intérieur, elle donnait l'impression de poser pour un magazine de mode de vie au lieu d'être debout dans la cuisine d'une autre femme. Ryan sourit en me voyant. Pas chaleureusement, plutôt comme quelqu'un d'amusé par un contretemps. « Te voilà. » Amber me regarda de haut en bas. Oh. Son sourire bougea à peine. Alors, c'est elle, Nathalie. Je me contentais d'un signe de tête. Je n'avais aucune envie de me présenter à la femme qui envoyait des messages à mon mari après minuit depuis des semaines. Ryan n'essayait même plus de s'en cacher. Au contraire, il faisait comme si c'était moi qui rendais la situation embarrassante. Amber prit son latte. « Je vais attendre dehors. » Elle se dirigea vers la porte d'entrée comme si elle était venue là 100 fois auparavant. Le silence qu'elle laissa derrière elle était presque plus assourdissant que sa voix. Ryan soupira de façon théâtrale. « Quoi ?» Je le regardai droit dans les yeux. « Tu l'emmènes. » Il haussa les épaules. « C'est du réseautage. » « À l'inauguration. » « Exactement. » Sa réponse tomba comme une gifle. Je fixai l'homme avec qui j'étais marié depuis 9 ans, le père de mon enfant, l'homme qui dormait autrefois sur des chaises d'hôpital pendant que je me remettais d'une opération d'urgence des années plus tôt. Quelque part en chemin, il était devenu quelqu'un que je reconnaissais à peine. Je me tournai silencieusement vers le salon, avec l'intention d'éviter une autre dispute. « Nathalie. » Je m'arrêtai. « Quoi ? Tu ne devais pas t'habiller ? » « Je le suis. » Il rit. « Pourquoi faire ? » Je fronçai les sourcils. « L'hôtel. » Il éclata littéralement de rire. Pas un petit rire étouffé. Pas un rire nerveux. Le genre de rire qui le pliait légèrement en deux. « Tu ?» Ses yeux s'embuèrent à force de rire. « Tu t'imagines invité à l'inauguration de cet hôtel de luxe ? » Je le regardai sans répondre. Il poursuivit, « Nathalie, c'est un hôtel 5 étoiles. Je sais que le maire y va. Je sais. Les investisseurs. Je sais. Les chefs d'entreprise. Je sais. » Il secoua la tête comme si je ne comprenais tout simplement rien. Puis il prononça la phrase qui allait résonner dans mon esprit toute la journée, « Ta place est dans la cuisine. » Pendant un instant, aucun de nous ne parla. Je repensais aux nuits passées éveillées à nourrir Noah pendant que Ryan prétendait avoir des réunions matinales. Au week-end où il devenait soudainement trop occupé. À ce parfum qui n'était pas le mien, à ses sourires secrets adressés à son téléphone. Je réalisais quelque chose, il croyait sincèrement à ces mots. Il ne les disait pas pour me blesser. Il les disait parce qu'il était convaincu qu'il décrivait ce que j'étais. Amber ouvrit la porte d'entrée. « Chérie » appela-t-elle. « Tu viens ?» Avant de partir, Ryan me détailla du regard. Je portais une robe bleu marine achetée des mois avant la naissance de Noah. Simple, élégante, assez confortable après ma grossesse. Ryan eut un sourire narquois.
Sérieusement, quoi? Pourquoi es-tu si bien habillé? Je vais à l'hôtel. Il rit à nouveau. Amber entra juste assez pour entendre la conversation. Ryan passa un bras autour de sa taille. Tu crois vraiment que tu es invité? Amber afficha un sourire plein de compassion. Oh, Nathalie, tu devrais peut-être rester à la maison aujourd'hui. Ryan hocha la tête. Tout à fait, ajouta Amber. Le bébé n'a que 2 mois. Ryan me lança un dernier regard. Rentre chez toi. Puis il se corrigea avec un autre sourire en coin, enfin, reste à la maison. Occupe-toi de Noah. Laisse les affaires aux personnes qui y ont vraiment leur place. Il embrassa Amber devant moi. Pas un baiser rapide ni accidentel, mais un baiser délibéré, comme s'il voulait absolument que je le voie. Puis ils sortirent ensemble. La porte se referma. La maison devint douloureusement silencieuse. Pendant plusieurs secondes, je restais là, sans pleurer, sans crier, juste en respirant. Noah émit un petit gazouillis contre mon épaule. Je baissai les yeux, ses petits doigts en serrant l'un des miens. Je souris malgré tout. Tout va bien. Je ne savais pas si je m'adressais à lui ou à moi-même. 1 heure mais plus tard, ma mère arriva. Ma mère, Linda, avait insisté pour garder Noah pendant la cérémonie. Il lui suffit d'un regard sur mon visage. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me forçai à sourire. Rien que je ne sache déjà. Elle fronça les sourcils. Ryan? J'armai un léger hochement de tête. Elle ne posa pas d'autres questions. Elle n'avait jamais aimé la distance qu'il avait prise depuis la naissance de Noah. À la place, elle m'embrassa la joue. Vas-y. Je m'occupe de mon petit-fils. Je la serrai fort dans mes bras. Merci. Alors que j'atteignais la porte, elle m'appela Nathalie. Je me retournai. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je suis fier de toi. Ces mots faillirent me faire fondre en larmes. Non pas parce que je doutais de moi-même, mais parce que je réalisais soudain combien de temps s'était écoulé depuis que mon propre mari m'avait dit quoi que ce soit de semblable. Je montai dans ma voiture. Le trajet jusqu'au centre-ville de Charleston prit environ 25 minutes. La circulation était plus dense que d'habitude. Des camions de reportage télévisés remplissaient les rues autour du quartier historique. Des bannières arborant l'élégant logo doré de l'hôtel pendaient à chaque lampadaire. Les gens portaient des costumes, des robes de cocktail et des tenues de soirée malgré le soleil de l'après-midi. Tout le monde voulait assister à l'ouverture de la toute nouvelle destination de luxe de la ville. En approchant de l'entrée, j'aperçus Ryan. Il aidait Amber à descendre de son SUV. Elle riait pendant que les photographes prenaient des clichés des invités qui arrivaient. Ryan avait l'air plus heureux que je ne l'avais vu depuis des mois. Il ne remarqua jamais ma voiture. Je me garai quelques bâtiments plus loin. Je pris mon invitation sur le siège passager. Ce n'était pas l'invitation dorée des convives, mais un étui en cuir noir gaufré de 2 mots seulement, propriétaire. Je le glissai dans mon sac au lieu de rejoindre la foule à l'entrée principale. Je contournai discrètement le bâtiment vers l'entrée privée de la direction. Le vigile posté à l'extérieur me sourit dès qu'il m'aperçut. « Bonjour, mademoiselle Brox. » Sa voix exprimait le même respect que celui qu'il me témoignait depuis près de 3 ans. Je lui rendis son sourire. « Bonjour, David. » Il tint la porte vitrée ouverte. « Tout le monde vous attend. » Dès que je pénétrai à l'intérieur, le bruit de la foule extérieure s'évanouit presque instantanément. Le couloir privé derrière le hall d'accueil était calme, presque isolé de l'effervescence qui montait dans la salle de réception. Une jeune assistante se dépêcha vers moi. « Mademoiselle Brox, monsieur il est dans la salle de conférence. » « J'y vais dans 1 minute. » Elle hocha la tête et s'éloigna rapidement. Je m'arrêtai devant une grande baille vitrée qui surplombait l'entrée principale. De là, je pouvais tout voir. Ryan se tenait fièrement aux côtés d'Amber pendant que les photographes prenaient des clichés des invités. Amber ajusta sa coûteuse robe émeraude avant de sourire pour un autre objectif. Ryan avait l'air fier, comme s'il était à sa place, comme s'il avait enfin intégré la haute société des affaires de Charleston. Aucun d'eux n'avait la moindre idée qu'il se trouvait devant mon hôtel. 4 ans plus tôt, ce bâtiment ne ressemblait en rien à ce qu'il était aujourd'hui. Vitres brisées, parquet pourri, infiltration d'eau sur tous les plafonds.
La plupart des gens ne voyaient qu'un édifice abandonné bon pour la démolition. Moi, j'y voyais mon grand-père. Il avait possédé l'ancien Charleston House Hotel pendant près de 40 ans. Petite fille, je passais mes étés assise à ses côtés dans le hall d'accueil pendant qu'il saluait chaque client par son nom. Il me disait souvent, le luxe n'est pas une question de lustre en cristal. Il s'agit de faire en sorte que les gens se sentent importants. À l'époque, je ne comprenais pas. Des années plus tard, ces mots sont devenus les fondations de tout ce que j'ai bâti. Quand mon grand-père est décédé, tout le monde s'attendait à ce qu'il lègue la propriété à mon oncle. Au lieu de cela, il me l'a laissé. Mon oncle n'a pas apprécié. Plusieurs autres parents non plus. Certains suggéraient doucement que mon grand-père n'avait plus toute sa tête vers la fin. D'autres pensaient que je vendrais la propriété en quelques mois. Même Ryan sembla surpris. Nous devrions nous en débarrasser, me dit-il un soir alors que nous marchions dans le hall abandonné. Le terrain seul vaut une fortune. Je fis glisser ma main sur l'une des colonnes de marbre fissurées. Je ne veux pas vendre. Il rit doucement. Tu ne vas pas sérieusement reconstruire cet endroit. Si. Il passa un bras autour de mes épaules. Parfois, savoir s'arrêter est plus intelligent. Je souris. Parfois. Mais je ne me suis jamais arrêté. La première banque rejeta mon dossier après seulement 12 minutes. La deuxième le refusa après avoir examiné mes états financiers. Le troisième conseiller bancaire parut presque désolé, les coûts de restauration sont tout simplement trop élevés. Je rentrai chez moi cet après-midi-là en me demandant si tous les autres n'avaient pas raison. Peut-être que je poursuivais un rêve qui appartenait à une autre génération. Ce soir-là, je m'assis seul à l'intérieur de l'hôtel abandonné. La poussière flottait dans les rayons de soleil brisés. Le bâtiment semblait presque vivant. Je pouvais encore imaginer des clients s'enregistrer, des familles rire. Des réceptions de mariage, des dîners de fête. Je murmurais dans le hall désert, je n'abandonne pas, personne ne répondit. Mais, d'une certaine manière, le silence ressembla à un encouragement. Au lieu de vendre la propriété, je créai une fiducie familiale, exactement comme mon grand-père l'avait suggéré des années auparavant. Il avait insisté pour que chaque actif familial important reste protégé. À l'époque, je pensais qu'il planifiait simplement l'avenir. À présent, je comprenais. Ce trust me permit de sécuriser des investissements privés sans mettre ma propriété en péril. Ce ne fut pas facile. Certains investisseurs se retirèrent. D'autres voulaient une participation majoritaire. Je refusais. Je ne reconstruisais pas le rêve de quelqu'un d'autre. Je protégeais l'héritage de mon grand-père. Finalement, un petit groupe crut en ma vision. Nous avions de quoi commencer. Tout juste. Pendant les 3 années suivantes, ma vie se résuma à des calendriers de chantier, des réunions de permis de construire, des examens architecturaux, des approbations de préservation historique, des révisions budgétaires, des inspections d'assurance. Des dîners de collecte de fonds et d'incessants contretemps. Il y avait des matins où j'arrivais avant le lever du soleil et des soirs où je repartais bien après la nuit tombée. La plupart du temps, Ryan ne me demandait jamais comment les choses avançaient. Au début, cela faisait mal. Finalement, j'arrêtai d'attendre qu'il s'y intéresse. Chaque fois qu'il remarquait des plans couvrant la table de la salle à manger, il plaisantait, toujours en train de jouer à la propriétaire d'hôtel. Je souriais poliment. Intérieurement, cela me piquait plus que je ne voulais l'admettre. Puis, je tombais enceinte. Le moment ne pouvait pas mieux ou plus mal tomber, selon le point de vue. Ryan sembla sincèrement enthousiaste pendant un temps. Il peignit la chambre du bébé. Il parla d'apprendre le baseball à notre fils. Il m'accompagna même aux rendez-vous médicaux. Je me souviens avoir pensé que nous avions peut-être retrouvé le chemin l'un vers l'autre. Puis, au cours de ma 27e semaine, tout bascula. Je m'évanouis pendant une réunion avec les architectes. Les urgences devinrent mon univers. Les médecins diagnostiquèrent de graves complications de grossesse. Alitement strict, aucun stress inutile, pas de longues journées de travail, interdiction de monter sur les chantiers. Je pleurais tout le long du trajet de retour, non pas parce que je tremblais pour l'hôtel, mais parce que j'avais peur de perdre mon bébé. L'hôtel pouvait attendre. Noah, non. C'est alors que Marcus il intervint.
Marcus avait passé 22 ans à gérer des établissements de luxe dans tout le sud-est. Je l'avais engagé près d'un an avant la fin des travaux. Il n'était pas seulement expérimenté, il comprenait aussi les gens. Quand je m'excusais de tout lui laisser sur les bras, il sourit, « Vous ne m'abandonnez pas. Vous devenez mère. L'hôtel sera toujours là. Vous n'avez qu'une seule chance d'accueillir votre fils dans ce monde. » Je n'ai jamais oublié ces mots. Pendant des mois, Marcus m'appela chaque soir. Il passait en revue chaque mise à jour du chantier, chaque décision de personnel, chaque contrat de fournisseur. Parfois, nous passions 2 heures à examiner des détails après que Noah m'avait réveillé à coups de pied pour la 3e fois de la nuit. Pas une seule fois Marcus ne me fit culpabiliser. Il me rappelait simplement, nous construisons cela ensemble. Ryan voyait ses appels téléphoniques. Il supposait que Marcus gérait tout parce que j'en étais incapable. Techniquement, il n'avait pas tort. Mais il ne demanda jamais une seule fois pourquoi Marcus m'appelait toujours moi, ni pourquoi chaque décision majeure passait encore par moi. Il perdit tout simplement tout intérêt. Progressivement, ses voyages d'affaires devinrent plus fréquents. Ses retours tardifs devinrent la norme. Son téléphone restait toujours face contre table. À la naissance de Noah, Ryan le tint dans ses bras, les larmes aux yeux, pour un moment magnifique. J'ai cru que nous formions de nouveau une famille. Cette illusion dura moins de 3 semaines. Il devint distant. Toujours à travailler, toujours distrait, toujours en train d'envoyer des messages. Un soir, alors que je nourrissais Noah à 2 heures du matin, le téléphone de Ryan vibra sur le plan de travail de la cuisine. L'écran s'alluma, Amber ne peut pas s'empêcher de penser à ce soir. Je fixai le message, puis retournai calmement le téléphone. Je ne criais pas. Je ne le réveillais pas. Je regardais simplement mon fils endormi et lui fis une promesse, quoi qu'il arrive entre son père et moi, il grandirait dans un foyer où le respect comptait. Même si ce foyer finissait par n'appartenir qu'à un seul de ses parents. Un léger coup frappé à la porte interrompit mes pensées. Je me détournai de la fenêtre. Marcus se tenait devant la salle de conférence, 2 tasses de café à la main. Il sourit chaleureusement, je me doutais bien que vous sauteriez encore le petit déjeuner. Je ris doucement. Vous me connaissez trop bien. Il me tendit une tasse. Vous avez l'air nerveuse. Je le suis. Vous ne devriez pas, il regarda vers la salle de réception où des centaines d'invités se rassemblaient. Il s'apprête à rencontrer la femme qui a sauvé ce bâtiment. Je baissai les yeux vers mon café. Les applaudissements ne m'intéressent pas, je le sais. Je veux juste que mon grand-père soit fier. Marcus sourit. Je pense qu'il l'est déjà. Son assistante entra dans le couloir. Monsieur Hill, nous sommes prêts. Marcus me regarda. Une dernière question. J'acquiesçai. On commence ? Je pris une lente inspiration, puis souris, commençons. Marcus et moi nous tenions derrière les portes de la salle de réception tandis que la musique d'ouverture résonnait dans tout l'hôtel. Je ne pouvais pas encore voir le public, je pouvais seulement l'entendre. Des centaines de conversations se mêlaient au tintement des flûtes de champagne et aux douces notes d'un quatuor à cordes. L'atmosphère était élégante, exactement comme je l'avais imaginé pendant d'innombrables nuits blanches. Marcus ajusta sa cravate. Tout se déroule comme prévu. Je n'en attendais pas moins. Il sourit. Vous savez, le personnel a lancé un petit pari. Oh. Ils essaient de deviner si vous allez pleurer pendant votre discours. Je ris. J'espère que non. Je leur ai dit que vous tiendriez au moins jusqu'à la 2e page. Je n'ai même pas de feuille. Vous l'avez appris par cœur ? Je l'ai vécu. Marcus hocha la tête. C'est de bonne guerre. Une régisseuse s'approcha avec son micro-casque. Mademoiselle Brox. Oui. Nous commençons dans environ 12 minutes. Je serai prête. Elle sourit et s'éloigna. Je pris une grande inspiration. 4 ans. 4 années de ma vie menées à ces 12 prochaines minutes. Pendant ce temps, dehors, dans la salle de réception, Ryan passait le meilleur moment de sa vie. Je n'en fus pas le témoin direct. Je l'appris plus tard par les employés et les enregistrements de sécurité. Mais je pouvais imaginer chaque seconde tant cela ressemblait au Ryan que j'avais appris à connaître. Il allait avec assurance de table en table,
présentant Amber comme si elle faisait déjà partie de l'élite des affaires de Charleston. Amber acceptait les compliments sur sa robe avec une grâce étudiée. Elle riait aux plaisanteries, serrait des mains, se comportant comme si elle avait passé sa vie entière à assister à des inaugurations d'hôtels de luxe. Ryan savourait chaque instant. Un des promoteurs lui demanda « Alors, comment avez-vous été invité ?» Ryan sourit fièrement « J'ai travaillé avec des personnes liées au projet. » Ce n'était pas tout à fait vrai. Aider submitted one proposal Monterlier. It had never been accepted. Mais Ryan avait toujours été doué pour faire passer de simples éventualités pour de grandes réalisations. Amber lui serra le bras, mon père a discuté avec des investisseurs. Ryan acquiesça avec enthousiasme, il y a de belles opportunités à saisir. Il aimait se donner de l'importance. Il avait toujours été comme ça. Vers le fond de la salle étaient assis des journalistes locaux, des membres du conseil municipal, des responsables du tourisme et des dizaines de chefs d'entreprise de Charleston. Beaucoup d'entre eux me connaissaient déjà. La plupart n'avaient jamais rencontré Ryan, ce qui faisait que personne ne remettait en question son assurance. La salle se remplissait lentement. Les lustres en cristal projetaient une lumière chaleureuse sur les sols en marbre poli. Des roses blanches fraîches ornaient chaque table. Leur parfum me rappelait le jardin de ma grand-mère. Chaque détail avait été pensé, chaque meuble, chaque tableau, chaque tissu, chaque luminaire. J'avais tout validé. Même pendant ma convalescence postpartum, j'avais examiné des échantillons de tissus depuis le canapé de mon salon, avec Noah endormi à mes côtés. Les gens s'imaginent souvent que le luxe va de soi. Ce n'est jamais le cas. Le luxe est le fruit de milliers de décisions invisibles que les clients ne remarqueront jamais, sauf si elles sont mal prises. Quelques minutes avant la cérémonie, Ryan s'aventura vers le fond de la salle. Il voulait un autre verre. C'est là qu'il m'aperçut. J'étais tranquillement assise à côté de l'assistante de Marcus, près d'une des allées latérales. Je ne portais pas de badge. Je n'étais pas entouré de cadres. J'avais l'air d'une simple invitée attendant que le programme commence. Ryan fronça les sourcils. Il s'approcha. Nathalie. Je levai les yeux. Bonjour. Tu es vraiment venu? J'avais dit que je viendrais. Il regarda autour de lui. Comment as-tu fait pour entrer? J'avais une invitation. Il rit. Il distribue ses trucs à n'importe qui maintenant. Je me contentais de sourire. Amber le rejoignit quelques instants plus tard. Te voilà. Puis elle me remarqua. Oh. Son sourire se refroidit nettement. Tu as trouvé une place. Oui. Amber se pencha légèrement vers Ryan, sans même prendre la peine de baisser la voix, je croyais que la sécurité filtrait les invités. Ryan haussa les épaules. Ils en ont probablement raté un. Aucun des deux ne se demanda pourquoi j'avais l'air si calme. Ils s'attendaient à des larmes, de la colère ou des supplications. Au lieu de cela, je croisai simplement mes mains sur mes genoux. Ryan regarda sa montre. La cérémonie va commencer. Il se retourna vers moi. Après ça, il faudra probablement qu'on parle. De quoi? De notre situation, de notre mariage. J'armai un hochement de tête. Je suis d'accord. Il parut soulagé. Je m'en doutais. Il interprétait mon calme comme une soumission. Il n'avait pas la moindre idée que cela venait de ma certitude. Amber sourit mielleusement. Bien. Ça rendra les choses plus faciles. Je la regardai. Pour qui? Elle ouvrit la bouche, mais ne répondit pas. Un employé de l'hôtel s'approcha, mesdames et messieurs, la cérémonie commence dans 1 minute. Ryan sourit avec assurance. Nous avons des places plus près du devant. Il me jeta un coup d'œil. Tu ne verras probablement pas grand-chose d'ici. Ça ira très bien. Lui et Amber s'éloignèrent. Aucun d'eux ne se retourna. Marcus apparut à mes côtés quelques secondes plus tard. Ça va? Oui, maintenant. Il suivit mon regard vers Ryan. Vous voulez toujours qu'il soit là? Oui. Marcus haussa un sourcil. Absolument. Il mérite d'entendre chaque mot. Marcus fit un léger signe de tête. Pas de coup tordu de notre part. Pas d'humiliation publique. Il sourit d'un air entendu.
Ce n'est pas votre style. Ça ne l'a jamais été. La vengeance m'avait traversé l'esprit, bien sûr. J'étais humaine. Après tout ce que Ryan avait fait, chaque mensonge, chaque absence tardive, chaque insulte. Regarder la sécurité l'escorter vers la sortie aurait été satisfaisant pendant 5 minutes. Et après? Mon grand-père ne m'avait pas appris à détruire les gens. Il m'avait appris à laisser la vérité parler d'elle-même. La vérité dure plus longtemps que la vengeance. Les lumières de la salle s'estompèrent. Les conversations s'apaisèrent peu à peu. Le maître de cérémonie monta sur scène. Un homme élégant d'une 60aine d'années, fort de décennies d'expérience dans l'animation d'événements publics. Il sourit chaleureusement, « Bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous pour ce jour très spécial à Charleston. » Des applaudissements polis suivirent. Il continua, « Pendant des années, cette propriété historique est restée vide. Beaucoup pensaient qu'elle ne pouvait plus être sauvée. » Il marqua une pause. « Mais aujourd'hui, elle commence un nouveau chapitre. » Les applaudissements s'intensifièrent. Ryan se cala confortablement dans son fauteuil. Amber croisa élégamment les jambes. Aucun d'eux ne prêtait attention. Ils pensaient que les discours seraient prévisibles, investisseurs, architectes, découpage de rubans, champagne, photos, et retour à la maison. Au lieu de cela, l'animateur poursuivit, cette remarquable restauration a été rendue possible grâce à des centaines de professionnels dévoués. Nous aimerions d'abord saluer nos partenaires de construction. Un par un, les chefs de projet se levèrent. Le public applaudit. Puis vint le tour de l'équipe de conception, du comité de préservation, des consultants en hôtellerie. Chacun fut salué. Ryan applaudissait poliment, toujours parfaitement détendu. Puis l'animateur sourit, « Et maintenant, j'ai le privilège de vous présenter la personne dont la vision a rendu tout ce projet possible. » Ryan s'arrêta d'applaudir. Il s'attendait à voir apparaître un cadre de fonds d'investissement. « Veuillez donc vous joindre à moi pour accueillir. » Il regarda vers les coulisses, cherchant le propriétaire du Charleston House Hotel. Ryan souriait d'un air décontracté. Point mademoiselle Nathalie Brooks. Le silence se fit. Pas un silence théâtral, mais un silence perplexe. Ryan cligna des yeux. Amber fronça les sourcils. Qu'est-ce qu'il a dit? L'animateur répéta, « Veuillez accueillir la propriétaire et fondatrice, mademoiselle Nathalie Brooks. » Ryan se tourna lentement vers l'accès latéral. Je me levai. Marcus me tendit la main, que je saisis. Puis il s'effaça discrètement. Tous les cadres présents près de la scène se levèrent. Le directeur général, les chefs de service, les architectes, les responsables municipaux qui me connaissaient personnellement. Un par un, ils se mirent à applaudir. Les applaudissements se propagèrent dans toute la salle. Les invités se levèrent. De plus en plus d'applaudissements. Ryan, lui, resta assis. Il en était incapable. Sa bouche s'ouvrit lentement. Amber me fixait comme si elle venait de voir un fantôme. Je m'avançai sereinement vers la scène. Sans précipitation, sans colère, sans triomphalisme, juste un pas régulier après l'autre. Alors que je passais devant la table de Ryan, nos regards se croisèrent. Pour la première fois depuis des années, il me regardait comme s'il me voyait enfin. Non pas comme sa femme, non pas comme la mère de Noah, mais comme quelqu'un qu'il n'avait jamais pris la peine de comprendre. Son visage devint d'une pâleur absolue. Je montai les marches. Le maître de cérémonie me tendit le micro. La salle devint parfaitement silencieuse. Je souris au public. Puis, je commençai à parler. Je parcourus la salle du regard. Des centaines de visages me fixaient. Certains souriaient poliment, d'autres paraissaient curieux, quelques-uns semblaient perplexes. Et puis, il y avait Ryan. Il n'avait pas bougé d'un pouce. Amber était toujours assise à ses côtés, mais l'assurance qu'elle affichait tout l'après-midi avait disparu. Elle regardait alternativement vers moi et vers l'écran géant qui affichait le logo de l'hôtel derrière moi, essayant de comprendre ce qui venait de se produire. J'ajustai le micro. Pendant une brève seconde, je repensais à tous les discours que j'avais réécrits au cours du mois passé. Chaque version avait l'air trop formelle, trop répétée, trop corporate. Aucune ne convenait. Alors,
je pliai le texte imprimé que j'avais apporté et le posai sur le pupitre sans l'ouvrir. J'allais parler avec mon cœur. Bonjour. Ma voix résonna dans la salle. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Le public répondit par des applaudissements chaleureux. Quand j'avais 8 ans, mon grand-père m'a donné mon tout premier travail dans ce bâtiment. Quelques personnes sourirent. Il me payait 5 $ tous les samedis. De légers rires parcoururent la salle. Mes responsabilités étaient de la plus haute importance. Nouvelle pause. J'arrosais les plantes. Nouveau rire. Et si je faisais du très bon travail, j'avais droit à une promotion, nourrir les poissons rouges. L'atmosphère se détendit instantanément. Je souris. Mon grand-père pensait que chaque métier comptait. Il n'utilisait jamais le mot simple. Simple femme de ménage, simple plongeur, simple réceptionniste. Il croyait que chaque personne qui franchissait ses portes portait en elle une partie de la réputation de l'hôtel. Je vis plusieurs membres du personnel d'entretien essuyer des larmes. Beaucoup travaillaient à mes côtés depuis les tout premiers jours de la rénovation. Ils savaient exactement à quel point ces mots étaient vrais. Je poursuivis, on me demande souvent ce qu'il faut pour bâtir un hôtel de luxe. On s'attend à ce que je parle de marbre importé d'Italie, de mobilier sur mesure ou de lustres onéreux. Je secouai la tête. Ces choses sont magnifiques, mais elles ne constituent pas le luxe. Je regardais vers le fond de la salle où des dizaines d'employés de l'hôtel se tenaient fièrement dans leur uniforme. Le luxe, c'est la femme de ménage qui remarque qu'un client a oublié son alliance et passe une heure à l'aider à la retrouver. C'est le technicien de maintenance qui se déplace le matin de Noël parce qu'une famille n'a plus d'eau chaude. C'est le réceptionniste qui se souvient chaque année de l'anniversaire de mariage d'un vieux couple. Le plus grand luxe, c'est d'être traité comme si vous comptiez. Les applaudissements durèrent beaucoup plus longtemps cette fois. J'attendis qu'il s'apaise avant de reprendre la parole. Il y a de 4 ans, ce bâtiment a failli être démoli. La décision la plus facile aurait été de vendre la propriété. Beaucoup de gens m'ont conseillé de faire exactement cela. Je souris doucement. Certains voulaient sincèrement m'aider. D'autres pensaient tout simplement que je n'en étais pas capable. Je n'avais pas besoin de regarder Ryan, je sentais son regard peser sur moi. On m'a dit que le projet était trop coûteux, trop complexe, trop risqué. On m'a dit que je devrais laisser quelqu'un de plus expérimenté s'en charger. J'observais un silence. Je les ai écoutés attentivement. Puis, je les ai poliment ignorés. Des rires et des applaudissements remplirent à nouveau la salle. Mais j'ai aussi appris quelque chose de bien plus précieux. Tous ceux qui doutent de vous ne sont pas vos ennemis, et tous ceux qui vous encouragent ne sont pas vos amis. La salle redevint silencieuse. Parfois, les personnes les plus proches de nous ne parviennent pas à voir ce dont nous sommes capables. Ce n'est pas de la malveillance. Parfois, elles cessent tout simplement de regarder. Je tournai enfin légèrement la tête. Juste assez pour que mon regard se pose sur Ryan une fraction de seconde. Je ne le désignais pas du doigt. Je ne l'affichais pas en public. Je n'en avais pas besoin. Il baissa les yeux presque aussitôt. Puis je me concentrai à nouveau sur le public. Le plus difficile dans la construction de cet hôtel n'a pas été de trouver des investisseurs. Ce ne furent pas les retards de chantier. Ce ne fut pas non plus de survivre à l'incertitude financière. Ce ne fut même pas de mener ce projet à bien en étant enceinte. Un murmure parcourut l'assemblée. Beaucoup de gens l'ignoraient. Le plus difficile a été de croire en moi quand l'homme que j'aimais ne croyait plus en moi. Le silence s'installa. Un vrai silence. Plus aucun bruit de verre. Plus un chuchotement. Rien. Pendant quelques secondes, on aurait pu entendre une mouche voler. Puis je souris à nouveau. Mais voici ce que la vie m'a appris. On ne devient pas plus fort parce que quelqu'un d'autre croit en vous. On devient plus fort parce qu'on continue à croire en soi-même. Les applaudissements vinrent plus lentement cette fois. Pas un bruit de tonnerre, pas d'explosion de joie, juste un hommage sincère. Le genre d'applaudissement qui vient de personnes qui reconnaissent une vérité. Je remerciais les architectes, les ingénieurs, le comité de préservation, les inspecteurs de la ville qui avaient patiemment validé chaque permis. Puis je me tournai vers Marcus. Je dois également plus que je ne pourrai jamais rembourser à un professionnel extraordinaire. Marcus parut presque embarrassé. Marcus, s'il vous plaît,
levez-vous. La salle éclata en acclamations. C'est à contre-cœur que Marcus se leva, en secouant la tête sous les applaudissements généraux. Pendant près d'un an, Marcus a porté ce projet sur ses épaules pendant que j'étais alité. Quand mon fils est né il y a 2 mois, il m'a rappelé qu'aucun hôtel ne serait jamais plus important que de devenir mère. Marcus offrit un sourire discret. Je ne l'ai jamais oublié. Les applaudissements se poursuivirent. Je remarquai Ryan qui fixait Marcus avec une incompréhension totale. Pour la première fois, il semblait comprendre pourquoi Marcus m'avait toujours appelé, pourquoi chaque décision passait par moi. Les pièces du puzzle s'assemblaient enfin. Trop tard. Je conclus mon discours en regardant vers les immenses fenêtres donnant sur le port de Charleston. Mon grand-père me disait toujours, les bâtiments ne créent pas de souvenirs. Ce sont les gens qui le font. J'espère que chaque famille qui franchira ces portes se sentira la bienvenue. J'espère que chaque employé se sentira respecté, et j'espère que cet hôtel nous rappellera à tous que la bienveillance n'est jamais démodée. Je m'éloignai du micro. La salle entière se leva comme un seul homme. L'ovation debout dura près d'1 minute entière. Je ne m'y attendais pas. Honnêtement, je n'étais pas sûr de la mériter. J'avais simplement dit la vérité. Alors que les applaudissements s'estompaient lentement, le maître de cérémonie revint sur scène. Il remercia tout le monde avant d'inviter les officiels de la ville à me rejoindre pour la coupe du ruban. Les photographes se pressèrent vers la scène. Les caméras de télévision se mirent à tourner. Les questions commencèrent à fuser presque immédiatement. Mademoiselle Brox, qu'est-ce qui a inspiré cette restauration? Combien d'employés avez-vous recruté? Y aura-t-il un autre établissement? Je répondis patiemment, enchaînant entretien sur entretien. Pendant ce temps, les invités commencèrent à circuler dans le hall d'accueil pour prendre des rafraîchissements. C'est à ce moment que Ryan se décida enfin à agir. Je le vis se faufiler à travers la foule, le visage livide, la cravate légèrement desserrée. Amber l'appelait « Ryan ». Il l'ignora. Il atteignit le cordon de velours qui séparait l'espace presse de la réception publique. « Je suis son mari », lança-t-il précipitamment. « Je dois parler à Nathalie. » Avant même que je ne puisse réagir, David, le vigile qui m'avait accueilli par l'accès directionnel plus tôt, s'avança poliment, « Je suis désolé, monsieur. Cet espace est réservé à la direction de l'hôtel et aux médias accrédités. » Ryan fronça les sourcils. « Vous ne comprenez pas. Je suis son mari. » L'expression de David resta impassible. « Je comprends, monsieur, mais mademoiselle Brox est en plein milieu d'entretien prévu. Vous allez devoir attendre. » Ryan regarda dans ma direction. « Nathalie. » Sa voix résonna dans le hall. Je me tournai une seconde. Nos regards se croisèrent à nouveau. L'homme qui m'avait dit quelques heures plus tôt que ma place était dans la cuisine se tenait maintenant derrière une corde de sécurité, incapable de m'atteindre à l'intérieur de l'hôtel qui m'appartenait. Je me dirigeai vers lui. Il parut soulagé. David s'écarta juste assez pour nous permettre de parler sans déranger les invités. Ryan avala péniblement sa salive. Nathalie. Sa voix se brisa. Je ne savais pas, je le regardais en silence. Je sais. Il chercha sur mon visage de la colère, de la satisfaction, ou une envie de vengeance. Il ne trouva rien. J'ai des journalistes qui m'attendent, dis-je doucement. Si tu veux bien m'excuser. Je me retournai et repartis vers les reporters. Derrière moi, j'entendis Ryan murmurer, presque pour lui-même, « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» Pendant tout le reste de l'après-midi, je n'eus pratiquement pas un moment à moi. Les entretiens s'enchaînèrent. Les chaînes de télévision locales voulaient l'histoire de la restauration, les magazines spécialisés voulaient des photos, et les représentants de la ville m'interrogeaient sur mes futurs investissements dans le quartier historique de Charleston. Au moment où la cérémonie de découpage de ruban prit fin, mes pieds me faisaient souffrir. Ma voix était fatiguée. Tout ce que je voulais, c'était rentrer chez moi et prendre Noah dans mes bras. Alors que Marcus et moi marchions vers les bureaux de la direction, il me sourit. « Vous avez survécu. » Je ris. « Tout juste. Vous avez été incroyable. » J'ai juste dit la vérité. C'est exactement pour cela que tout le monde a cru chaque mot. Il s'arrêta avant d'ouvrir la porte de son bureau. Ryan a attendu dehors pendant près d'1 heure.
Je sais. Il m'a demandé de vous convaincre de le voir, je lui ai répondu que ce n'était pas ma décision. J'armai un signe de tête. Merci. Marcus me lança un regard plein de compassion. Quoi qu'il arrive maintenant, ne laissez personne vous presser. Ce soir-là, je rentrai à la maison juste avant le coucher du soleil. Ma mère était assise sur la véranda, tenant Noah endormi paisiblement dans ses bras. Dès que je sortis de la voiture, elle sourit, j'ai tout vu à la télévision. Oh, tu as fait honneur à ton grand-père. Je sentis ma gorge se serrer. Merci, maman. Elle me confia Noah. À la seconde où il se blottit dans mes bras, tout le tumulte de la journée s'évapora. Ses petits doigts s'enroulèrent autour de mon collier. Son petit bâillement ensommeillé me fit rire. Il a été sage. Un ange. Ma mère scruta mon visage. Et Ryan? Il sait. Elle poussa un soupir discret. J'imagine qu'oui. Aucune de nous ne dit un mot de plus. Il n'y avait plus grand-chose à ajouter. Ryan ne rentra pas à la maison ce soir-là, ni le lendemain. Le dimanche après-midi, il m'envoya enfin un SMS, « Est-ce qu'on peut parler ?» Je fixai l'écran pendant plusieurs minutes avant de reverrouiller mon téléphone. Je n'étais pas prête. Pas encore. L'histoire se répandit bien plus vite que prévu. Dès le lundi matin, les médias locaux l'avaient reprise, suivie par la presse régionale, puis par les sites d'actualités économiques nationaux. La plupart des gros titres se concentraient sur la restauration du bâtiment. Quelques-uns mentionnaient la révélation surprise lors de l'inauguration. L'un d'eux titrait simplement « La propriétaire d'un hôtel de luxe se révèle au grand jour lors de la cérémonie d'inauguration après des années de travail dans l'ombre ». J'appréciais cette formulation. Il ne s'agissait pas d'humilier Ryan. Il s'agissait de l'hôtel. Exactement comme mon grand-père l'aurait souhaité. Ryan ne put malheureusement pas échapper à l'attention générale. Charleston n'est pas une très grande ville en matière d'affaires. Les gens parlent, et les entrepreneurs encore plus. Le mercredi, plusieurs personnes lui demandèrent discrètement pourquoi il avait emmené une autre femme à l'inauguration de l'hôtel de son épouse. Ses réponses variaient selon l'interlocuteur. Certains s'en rendirent compte, ce qui aggrava sa situation. La plus grande surprise survint 3 jours plus tard. Le père d'Amber demanda à rencontrer Ryan. Je ne l'appris pas directement, c'est Ryan qui me le raconta des semaines après. Apparemment, Monsieur Whittaker était furieux, non pas à cause de la liaison, mais parce que Ryan avait couvert de honte tout son entourage. Selon Ryan, l'entretien dura moins de 10 minutes. Monsieur Whittaker le regarda depuis son bureau et lui dit, « Si c'est ainsi que vous gérez votre vie privée, je n'ai aucun intérêt à vous confier mes affaires. » Tous les projets futurs sur lesquels Ryan espérait travailler s'envolèrent avant même d'avoir signé le moindre contrat. Amber l'appela plus tard ce soir-là, « Je pense que nous devrions prendre nos distances. » Il demande s'il pouvait en parler, mais elle refusa. Dès le week-end, elle avait bloqué son numéro. La femme pour qui il avait tout risqué disparut presque aussi vite qu'elle était apparue. Pendant ce temps, la vie à la maison s'organisait selon une routine paisible. Chaque matin commençait avec Noah, tété, change, lessive, berceuse. Chaque après-midi, je passais quelques heures à l'hôtel avant de rentrer chez moi. L'équipe de direction insistait pour que je garde des horaires raisonnables. Marcus m'ordonnait presque de partir à 15 heures chaque jour. L'hôtel a besoin de sa propriétaire, disait-il avec un grand sourire. But your son idismum mort. Je ne discutais jamais. 3 semaines s'écoulèrent avant que j'accepte de voir Ryan. Il suggéra un café à mi-chemin entre ma maison et son appartement temporaire. J'arrivai la première. Quand il entra, j'eus du mal à le reconnaître. Il avait maigri, sa barbe avait poussé de façon irrégulière, et des cernes sombres marquaient ses yeux. Il n'avait plus rien de l'assurance affichée lors de l'inauguration. Il s'assit calmement. « Merci d'être venu. » J'armai un hochement de tête. « Tu voulais me parler. » « Oui. » Aucun de nous ne dit mot pendant de longues secondes. Finalement, il baissa les yeux vers son café. J'ai rejoué cette journée 1000 fois dans ma tête. Je restai silencieuse. Je continue de m'entendre dire. Il avala péniblement sa salive. Ta place est dans la cuisine. Il ferma brièvement les yeux. J'ai vraiment dit ça? Oui.
Je ne reconnais même pas l'homme qui a prononcé ces mots. Je l'observais attentivement. Je pense que si. Ses épaules s'affaissèrent. Tu as raison. Je suis devenu quelqu'un que je n'aurais jamais pensé être. Un temps de silence s'ensuivit. Puis il me posa la question que je savais inévitable, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je réfléchis un instant avant de répondre, je te l'ai dit. Il fronça les sourcils. Quoi? J'ai parlé de cet hôtel pendant des années. Je t'ai invité sur le chantier. Je t'ai demandé ton avis. J'ai célébré chaque permis, chaque étape de financement, chaque phase de construction. C'est toi qui as simplement arrêté d'écouter. Ses yeux s'embuèrent de regret. Je pensais que... Je sais ce que tu pensais. Tu pensais que c'était un passe-temps. Tu pensais que quelqu'un d'autre prenait les décisions. Tu pensais que j'étais incapable de bâtir un tel endroit. Il ne n'y a pas, car il ne le pouvait pas. J'avais tort. Oui, j'avais complètement tort. Il se frotta les mains. Je me suis excusé auprès de tout le monde. Mes parents, ma sœur, mes partenaires commerciaux, mais aucune de ces excuses n'a d'importance. En effet. Il me regarda en face, je suis désolé, Nathalie, pour tout. Pas parce que j'ai perdu des contrats, pas parce qu'Amber est parti, pas parce que tout le monde est au courant. Mais parce que je réalise chaque jour à quel point j'ai laissé tomber la seule personne qui ait toujours cru en moi. Je l'analysais attentivement. Sa voix n'était pas sur la défensive, elle n'était pas manipulatrice. Elle était brisée, peut-être pour la première fois depuis des années. Ryan n'essayait pas de marquer des points, il disait simplement la vérité. Je te pardonne. Il redressa la tête. Vraiment? Oui. Des larmes coulèrent immédiatement sur ses joues. Mais le pardon n'est pas synonyme de confiance. Son expression changea lentement. Je sais que notre mariage s'est terminé bien avant cette cérémonie. Il s'est éteint un petit choix après l'autre. Les mensonges, le manque de respect, la solitude. Je ne peux pas reconstruire un mariage sur des souvenirs. Il hocha lentement la tête. Je comprends. Vint alors la question la plus délicate. Il regarda la table avant de parler. Et pour Noah? Je souris doucement. Qu'y a-t-il pour lui? Je ne veux pas qu'il grandisse sans père. Je me penchai en avant. Alors ne l'oblige pas à le faire. Il me fixa. Tu seras toujours son père. Cela ne changera jamais. Mais tu vas devoir faire des efforts pour devenir le père qu'il mérite. Ses larmes débordèrent. Je le ferai. Je le promets. Je crus qu'il était sincère. S'il parviendrait réellement à tenir cette promesse, seul l'avenir le dirait. Alors que nous nous levions pour partir, Ryan hésita. Nathalie? Oui. Merci de m'avoir laissé m'excuser. Je lui offris un léger sourire. J'espère qu'un jour tu deviendras l'homme que Noah sera fier d'appeler son papa. Puis je m'éloignai. Pour la première fois depuis des années, je ne ressentais pas de colère. Je me sentais tout simplement libre. La vie ne devint pas magiquement plus simple après cette discussion. Elle devint simplement honnête. Pour la première fois depuis des années, je ne prétendais pas que tout allait bien. Je n'attendais plus que Ryan rentre. Je ne me demandais plus à qui il envoyait des messages. Je n'essayais plus de me convaincre qu'une nouvelle excuse réparait ce qui avait déjà été brisé. Au lieu de cela, je me concentrais sur le seul avenir qui comptait vraiment, celui de Noah. La procédure de divorce commença environ un mois plus tard. Mes amis s'attendaient à une bataille juridique. Charleston n'est pas le genre de ville où les histoires médiatiques passent inaperçues. Plusieurs avocats me contactèrent même pour me proposer de me représenter si je voulais faire un exemple avec Ryan. L'un d'eux me dit carrément que nous pouvions le détruire. Je le remerciai pour son temps, puis je refusai. Détruire Ryan ne reconstruirait pas ma famille, cela n'aiderait pas Noah à faire ses nuits, et cela ne me rendrait pas plus heureuse. Cela n'aurait certainement pas fait la fierté de mon grand-père. Mon but n'avait jamais été de me venger pour le plaisir de me venger. Je voulais qu'il assume ses responsabilités. Il y avait une différence. Ryan engagea son propre avocat. À ma grande surprise, la procédure resta remarquablement courtoise. Nous partageâmes nos biens équitablement. Il y eut des discussions difficiles, quelques moments d'émotion, mais pas de cris.
Pas d'accusation publique, pas de tentative de se punir mutuellement. Lorsque les documents furent enfin signés, le juge nous regarda tous les deux. J'aimerais que tous les couples comprennent que les enfants se souviennent de la façon dont leurs parents se sont traités bien après la fin du mariage. Ces mots me marquèrent profondément. Ryan tint la promesse qu'il avait faite dans le café. Pas de manière parfaite, mais constante. Chaque mardi soir, il venait à la maison pour passer du temps avec Noah. Chaque samedi matin, il l'emmenait au parc. Au début, Noah était trop jeune à comprendre, il souriait simplement dès qu'on le prenait dans les bras. Mais au fil des mois, je remarquai un changement chez Ryan. Il arrêta de parler de son travail, de chercher à impressionner les gens, de faire comme si la réussite se résumait à des voitures de luxe ou à des amis influents. À la place, il apprit à faire chauffer des biberons. Il apprit à changer des couches. Il se mit à lire des histoires pour s'endormir en prenant des voix ridicules qui faisaient rire Noah aux éclats au point de lui donner le hoquet. Un après-midi, je surpris Ryan qui parlait à notre fils tout en le changeant. « Tu sais, mon bonhomme, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'espère qu'un jour tu seras plus intelligent que ton père. » Je restai immobile derrière la porte de la chambre de bébé. Pour la première fois depuis bien longtemps, je crus qu'il devenait le père que Noah méritait. Le Charleston House Hotel prospéra. En l'espace de 6 mois, nos taux d'occupation dépassèrent toutes les prévisions. Les magazines de voyage firent l'éloge de la restauration. Les réservations de mariage remplissaient le calendrier près d'1 an à l'avance. Un vieux couple s'enregistra pendant la période de Noël. Alors qu'ils admiraient le hall, le mari me sourit, « Cet endroit donne l'impression d'avoir une âme. » Je le remerciai. Puis je repensai à mon grand-père. Il aurait adoré entendre cela. Marcus finit par devenir plus qu'un simple directeur général. Il devint un membre de la famille. Non pas pour des raisons professionnelles, mais parce qu'il s'était tenu à mes côtés pendant l'une des périodes les plus difficiles de ma vie sans jamais rien demander en retour. Un après-midi, nous étions ensemble sur la terrasse du toit qui dominait le port de Charleston. Il me tendit une tasse de café. « Alors, vous l'avez finalement construit, cet hôtel ?» Je souris. « Non. » Il parut perplexe. « Nous avons construit cet hôtel. » Il rit. Je me demandais combien de temps vous mettriez à le dire. Près d'1 an après l'inauguration, la Chambre de commerce de Charleston organisa sa remise de prix annuel d'excellence en hôtellerie. Le Charleston House Hotel reçut 3 nominations. Je ne m'attendais pas à gagner quoi que ce soit. Le simple fait d'être nominé était déjà un honneur. Lorsqu'ils désignèrent notre hôtel comme « établissement historique de l'année », la salle explosa d'applaudissements. Je montai sur scène aux côtés de Marcus. Alors que nous acceptions le prix, l'animateur me demanda si je voulais bien répondre à une dernière question. J'armai un signe de tête. Il sourit. Mademoiselle Brox, après tout ce que vous avez traversé, quelle est la plus grande leçon que la réussite vous ait apprise? Le silence se fit dans la salle. Je regardais le public, des chefs d'entreprise, des employés d'hôtel, de jeunes entrepreneurs, des familles, des personnes de tous les horizons. Puis je répondis, la réussite ne m'a pas appris qui j'étais. Elle a révélé qui j'étais déjà. Je marquai une pause. Pendant longtemps, j'ai cru que je devais prouver ma valeur aux investisseurs, aux inconnus, à mon mari. Je souris doucement. J'avais tort. Notre valeur ne dépend pas du fait que quelqu'un d'autre la reconnaisse ou non. Elle se révèle à travers les choix que nous faisons quand personne ne nous regarde. Je jetai un coup d'œil vers l'une des tables du fond. Ryan était assis là. Pas à mes côtés, pas en tant que mon époux, mais simplement en tant que père de Noah. Esmail Kietli. Il n'y avait aucune jalousie dans ses yeux, aucune amertume, seulement du respect. Je poursuivis, une femme peut être une mère dévouée, une chef d'entreprise, une dirigeante, et rentrer chez elle le soir pour bercer son bébé afin qu'il s'endorme. Le monde n'a pas à décider quelle partie d'elle-même est la plus importante. Le public se leva, non pas pour moi, mais parce qu'il comprenait. Après la cérémonie, Ryan s'approcha, portant Noah, qui faisait désormais ses premiers pas chancelants sur le sol de la salle avec la détermination que seul un enfant d'1 an possède. « Papa !» Noah rit quand Ryan le souleva doucement avant de le reposer à mes côtés. Notre fils tendit ses petites mains vers nous. Sans y penser, Ryan en prit une, et je pris l'autre. Pendant quelques secondes, nous restâmes là tous les trois,
non pas comme la famille que nous avions imaginée autrefois, mais comme celle que nous avions choisi de devenir, différente, imparfaite, honnête. Ryan me regarda. Merci de ne jamais t'être servi de Noah pour me punir. Je souris. Il mérite mieux que cela. Et toi aussi. Il hocha lentement la tête. Je sais. Parfois, on me demande si je regrette de ne pas avoir dénoncé publiquement Ryan pendant mon discours. La réponse est simple, non. La vie l'a confondu bien plus efficacement que je ne l'aurais jamais fait. La vérité n'avait pas besoin de ma colère, elle avait seulement besoin de temps. S'il y a une leçon que mon parcours m'a apprise, c'est celle-ci. Ne laissez jamais l'opinion de quelqu'un d'autre devenir la mesure de votre valeur. Les personnes qui vous sous-estiment ne font souvent que révéler les limites de leur propre vision, pas de la vôtre. La réussite ne consiste pas à prouver aux autres qu'ils ont tort, mais à devenir le genre de personne qui n'a plus besoin de leur approbation. Quant au pardon, pardonner ne signifie pas oublier ce qui s'est passé, mais refuser de laisser le passé décider de qui vous deviendrez demain. Si mon histoire a touché votre cœur, j'espère que vous garderez cette leçon à l'esprit. Traitez les personnes que vous aimez avec respect avant que le succès, l'échec ou le regret ne se charge de vous l'apprendre. Et si vous avez déjà été sous-estimé, trahi ou ignoré au point de vous sentir invisible, rappelez-vous ceci, continuez à bâtir votre vie avec intégrité. Un jour, vous n'aurez plus besoin de dire au monde qui vous êtes. Votre personnalité s'exprimera bien avant vous. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette histoire a fait écho en vous, je serais ravi de lire vos réflexions dans les commentaires. Pensez à la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ce rappel aujourd'hui. Et abonnez-vous si vous souhaitez écouter d'autres histoires de résilience, de dignité et de justice tranquille.